Quand on regarde les rapports individuels, évidemment, on a notre biais de marché. C'est pour ça que certains vont avoir plutôt tendance à dire tout vient du mail, tout vient du collaborateur. D'autres ont un autre intérêt à dire ça vient plutôt des failles techniques, du manque de patch management, donc de gestion des vulnérabilités. Et ce qui est, je le trouve assez intéressant avec un rapport comme celui de l'Intercert, c'est que justement on va essayer d'uniformiser un petit peu tout ça. Et ça se retranscrit également dans les chiffres. Donc c'est pour ça qu'on a ces données-là, ces statistiques-là, entre la distribution entre le canal humain ou le canal technique pour réussir à s'introduire sur le système d'information. Bienvenue dans le monde de la cyber. Je m'appelle Leslie Fornero et je travaille dans la cybersécurité. Avec ce podcast, je vous emmène à la découverte de ce monde à la fois merveilleux et terrifiant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du monde de la cyber. Aujourd'hui, je vous propose de faire le point sur le premier rapport de l'Intercert sorti en décembre 2024. Et pour en parler, je suis accompagnée de Cécile Degrugillier, responsable des publications Cyber Threat Intelligence au CERT de la Société Générale. Bonjour Cécile. Bonjour. Et de Vincent Nguyen, responsable du CERT de Stoic. Bonjour Vincent. Bonjour. Merci à tous les deux d'avoir accepté de venir me parler du premier rapport de l'Intercert sur le podcast. Alors avant de commencer, comme on est sur un podcast qui se veut accessible à tous, est-ce qu'on peut rapidement rappeler ce qu'est l'Intercert en une minute ? Oui, je veux bien. Vas-y Vincent. L'Intercert, c'est une association française, ça s'appelle l'Intercert France, une association française des CERT ou CERT de France. CERT, ça veut dire Computer Emergency Response Team. Globalement, ce sont donc les équipes de réponse aux incidents de sécurité qu'il y a en France. L'association est composée d'un peu plus d'une centaine de membres aujourd'hui, à la fois des entreprises privées, on va retrouver le CERT de Michelin, le CERT de la Société Générale, mais également des CERT commerciaux, le CERT de Westone, d'OCD, de Advance, et puis également des institutions publiques. L'ANSSI est présente au sein de l'Intercert, la police judiciaire, la gendarmerie et différentes autres structures de ce type-là. Quelle est la mission de l'Intercert, si tu veux enchaîner, Cécile, sur l'objectif de cette association ? Alors l'objectif de l'Intercert, c'est vraiment de renforcer la capacité en fait de chaque membre à détecter et répondre aux besoins de sécurité de son périmètre. Donc c'est vraiment un partage de la connaissance sur la menace cyber. Tout à fait. D'ailleurs, je rappelle que le président de l'Intercert, Frédéric Lebastard, était venu parler de l'association au micro du podcast. Donc, c'est l'épisode 6 pour ceux qui veulent en savoir plus. Donc, n'hésitez pas à l'écouter. Aujourd'hui, on va parler du premier rapport d'incidentologie qui vient d'être publié. Alors déjà, pourquoi c'est important de publier un tel rapport quand on est l'Intercert France ? Alors, c'est très intéressant d'avoir en fait cette vision qui est statistique, contextualisée des différentes attaques que les CERT ont traitées durant l'année, en l'occurrence durant l'année 2023. Et c'est intéressant d'avoir les différentes tendances clés en matière de menaces. On va voir les techniques d'attaque, ce qui permettra de mieux comprendre et aussi d'anticiper les menaces cyber, puisque c'est un partage de la connaissance de la menace cyber toujours. Donc, ça permet aussi de détecter plus facilement si on a cette connaissance en fait. Donc ce premier rapport, il se base sur les données qui ont été récoltées entre le 13 octobre 2023 et le 31 janvier 2024. Pourquoi est-ce que l'analyse pour cette première édition, elle est limitée à 4 mois de données ? Alors non, en fait, c'est pas limité à 4 mois de données. C'est qu'on a donné 4 mois aux différentes équipes de l'Intercert pour nous soumettre leurs différents incidents, leurs différentes statistiques sur l'année 2023. Donc on a bien collecté les données du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2023. Donc ce sont ces données-là que l'on a analysées par la suite. Donc c'est bien un rapport d'incidentologie sur toute l'année 2023. Est-ce qu'il y a des perspectives pour couvrir du coup les périodes 2024 et 2025 à l'avenir ? Enfin, l'idée c'est d'avoir un rapport annuel chaque année, j'imagine. Tout à fait, c'est complètement ça. L'idée c'est d'avoir un rapport annuel. C'est la première fois qu'on le fait tous ensemble. Historiquement, nombreuses équipes ont leur propre rapport, de leurs propres données, avec leurs propres biais, forcément, en fonction de leur marché, de leur secteur d'activité, etc. Le but du rapport de l'Intercert, c'est de donner une vision un peu plus précise, concrète et globale de la menace en France.
Alors justement, si on rentre dans le contenu du rapport, la première partie, elle est dédiée à l'état de la menace. On parle de 3 attaques sur 4 qui seraient menées de manière opportuniste. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça signifie ? Bien sûr, on a 3 attaques sur 4 qui sont des attaques dites opportunistes. Et ce sont des attaquants qui ont souvent des finalités qui sont lucratives. Et donc là, c'est vrai qu'avec une cybercriminalité qui augmente depuis le développement des ransomware, les propagations, on a des attaquants qui vont chercher la facilité. Et donc, ils vont chercher des vulnérabilités, des logiciels qui ne sont pas mis à jour, par exemple, sur des systèmes d'information pour essayer de compromettre ces systèmes. Après, on va avoir des outils qui vont être déployés, comme des ransomware. On peut avoir aussi des campagnes de phishing massive ou aussi des achats d'accès à des systèmes d'information. Donc voilà, ce sont des attaquants qui sont opportunistes, animés souvent par l'appât du gain, tout simplement. Et il y a des attaques aussi qui sont plus ciblées, qui touchent des secteurs d'activité particuliers. Les motivations derrière ces attaques, ça va être plutôt l'espionnage, par exemple, plutôt que le gain financier. Est-ce que vous pourrez revenir dessus ? Oui, alors en fait dans ce rapport c'est intéressant, on a fait une partie donc ransomware, une autre partie autre phénomène. Et dans cette partie autre phénomène, on a une partie, un focus sur l'espionnage justement, puisque c'est vraiment une menace qui est difficile à comprendre et parfois à estimer, puisque les attaquants vont rester souvent discrets dans le système d'information, notamment avec des APT. Des Advanced Persistent Threats. Donc le but, c'est vraiment pour ces attaquants de rester dans ce système d'information et d'exfiltrer donc des informations qui sont sensibles. Donc ça va être des secteurs stratégiques, sensibles, comme la diplomatie, la défense, la santé. Et donc c'est particulièrement intéressant de voir aussi que dans ce rapport, certains, certes, ont réussi à faire de l'attribution. Donc l'attribution, ça reste un exercice qui est très compliqué. Mais si on arrive vraiment à le faire et à identifier certains groupes d'attaquants, c'est intéressant. Là, en l'occurrence, on a fait un focus sur différents groupes d'attaquants qui ont été identifiés. On a Hafnium, APT15, qui sont des groupes d'attaquants chinois. Mais on a aussi NSO et Citrox, qui sont là des entreprises en fait, qui vendent des programmes malveillants, comme vous devez connaître Pegasus et Predator, donc qui ont ciblé dans ces incidents. Donc c'est très intéressant. Au-delà de l'espionnage, on a aussi donc, tout ce qui est influence, déstabilisation. Donc là, c'est vraiment, ça peut être de saper la confiance, par exemple. On le voit avec des élections présidentielles, c'était en 2017 en France, avec les Américaines. Mais aussi, on peut avoir aussi dans des organisations, ça peut être aussi chercher un avantage aussi concurrentiel. Et au-delà de ça, ça peut être avec les différents conflits, puisqu'on a une vraie prolongation du conflit en Ukraine. On peut l'avoir évidemment dans le cyber. Aujourd'hui, c'est une vraie constatation. Et donc, certaines entités peuvent être ainsi ciblées. Et on a une dernière inconnue, en l'occurrence, comme motivation, où là, on peut avoir du prépositionnement. Donc, ça va être des attaquants qui vont rester dans le système d'information. Donc, évidemment, c'est difficile à identifier. On ne sait pas leur motivation. Peut-être que derrière, ça va être du sabotage. Peut-être que derrière, ce sera de l'exfiltration. Ils cherchent le bon moment. Mais c'est également donc, un des critères de motivation des attaquants. Effectivement, les notions de prépositionnement peuvent amener derrière de l'espionnage. Et quand on parle de ces sujets-là, on a envie de se dire, ok, mais ça c'est plutôt pour les grands groupes, les grandes entreprises. En réalité, et c'est ce que l'on voit également dans les chiffres, c'est que ça se passe aussi sur des plus petites structures. Et tout simplement parce que ces plus petites structures sont souvent des fournisseurs des grands groupes. Et donc de se dire, ces petites structures finalement, elles sont espionnées, on se prépositionne dans leur système d'information pour ensuite pouvoir rebondir sur le système d'information d'un plus grand groupe. Et ça, on commence à le voir de plus en plus. Donc ça devient très intéressant. Dans le rapport, vous ne parlez pas de type de cyberattaque, mais d'outils malveillants utilisés. Pourquoi est-ce que vous choisissez ce terme pour parler de ransomware, de cheval de Troie ? Vous l'appelez autrement d'ailleurs, le cheval de Troie non. Comment ? Le rat. Ok. Les codes malveillants, des infos stealers, voilà. Pourquoi vous appelez pas ça des cyberattaques ? Parce que ça nous parle plus. En fait, c'est pas forcément des cyberattaques dans le sens où il n'y a pas forcément un impact direct, visible derrière. Donc, pour nous, on va essayer de se dire qu'est-ce que l'on a vu concrètement. Et quand on se parle entre équipes de réponse à incident, on ne se parle pas d'une cyberattaque de manière très généraliste ou de manière très vulgarisée. On essaye de rentrer un peu plus dans le détail
pour se dire qu'est-ce que tu as vu ? Justement, est-ce que tu as vu un RAT, un outil qui te permettra d'accéder à distance au système que tu as pu compromettre ? Est-ce que tu as vu un infostealer, donc quelque chose qui va plutôt te voler des données, des identifiants, des certificats, des mots de passe, etc. Est-ce que tu as vu un ransomware ? Alors pour le coup, ransomware, on va dire c'est à la fois l'outil de chiffrement, donc l'outil offensif, et petit à petit, on a aussi utilisé ce terme-là pour parler de la cyberattaque du ransomware. Mais c'est plus parce qu'on a cherché à imager en fait qu'est-ce que c'était que le ransomware. Et donc, ransomware maintenant, c'est une cyberattaque, c'est un outil, c'est une rançon, c'est plein de choses. Et du coup, quand on parle de l'attaquant qui est dans le système d'information, vous l'appelez comment ? L'attaquant, l'individu malveillant, mais le threat actor. Est-ce qu'il y a une différence entre l'outil et l'attaquant ? Oui. Ouais. Complètement. Est-ce que vous pouvez l'expliquer ? Effectivement, en fait, c'est assez rigolo, mais rigolo, peut-être pas. Mais quand on s'intéresse un petit peu à comment sont organisés les groupes de cybercriminels, on se rend compte qu'on va avoir typiquement un groupe un peu cœur qui va créer des outils et les mettre à disposition d'autres cybercriminels ou d'autres groupes de cybercriminels. Et donc, typiquement, on va prendre le nom d'un ransomware précis. Et ce nom de ransomware-là, il va être utilisé par plusieurs groupes. Et donc oui, on va avoir groupe 1, groupe 2, groupe 3 qui utilisent le même outil, qui lui est fourni par un groupe A. Et donc ce qui est intéressant pour nous, c'est de comprendre du coup qui est le groupe 1, qui est le groupe 2, qui est le groupe 3, parce que même s'ils utilisent le même outil du groupe A, ils ont peut-être des modes opératoires qui sont différents. Et nous, c'est très intéressant et important de comprendre les modes opératoires, parce que c'est ce qui va nous permettre de lutter efficacement contre ces groupes de cybercriminels-là. On ne peut pas se dire, ça va être générique, tous les groupes 1, 2, 3, etc. vont utiliser le même mode opératoire fourni par le groupe A. Non, ça, ce n'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de comprendre plus finement qui ils sont, comment ils opèrent, pour pouvoir lutter efficacement contre eux. Alors, dans les victimes les plus nombreuses, on va reparler des ransomware. Donc, qui sont touchés par les ransomware, on retrouve dans le rapport les PME. Est-ce qu'on peut rappeler pourquoi elles sont particulièrement touchées ? Et peut-être aussi en comparaison, les TPE sont relativement épargnées dans ce rapport. Comment ça s'explique ? Alors, sur la deuxième question déjà, pourquoi est-ce que les TPE sont un peu épargnées ? En fait, elles sont pas du tout épargnées. C'est juste que quand on regarde les membres de l'Intercert France, on a même si j'ai dit en préambule qu'on a un peu tout type de structure, publique, privée, commerciale, institutionnelle, on s'intéresse quand même un peu plus à la menace grande entreprise, ETI, et on commence un petit peu PME. Et les TPE, c'est encore un peu à la marge aujourd'hui, malheureusement. Elles sont peut-être pas intégrées à des CERT encore, c'est pour ça. Le CERT il faudrait un CERT TPE. En fait, le CERT commercial d'une TPE, pour une TPE, ça va être un peu cher. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une problématique de coût pour ce type d'organisation-là. Donc il y a peut-être une nouvelle organisation à trouver, en tout cas, pour représenter les TPE au sein de l'Intercert. Alors les PME sont particulièrement touchées par les ransomware parce qu'elles sont très exposées, elles ont des systèmes d'information qui sont plus vulnérables que les systèmes d'information des grands groupes. Tout simplement, encore une fois, c'est une problématique de moyens. Les grands groupes, ça fait des années et des années maintenant qu'ils investissent massivement dans leur protection, alors que les PME, elles commencent à découvrir ce sujet-là, malheureusement. Donc si les grands groupes sont désormais mieux protégés, on l'a évoqué tout à l'heure, les groupes d'attaquants, eux, sont très opportunistes. Donc s'ils n'y arrivent pas à attaquer des grandes organisations bien protégées, ils vont se reporter sur des organisations moins bien protégées, peut-être un peu plus petites, mais dont la masse est très importante. Toujours dans l'appât du gain financier. Exactement, toujours dans l'appât du gain financier. Donc au lieu de se dire, je suis dans le big game hunting, à savoir je chasse les grandes organisations et je leur impose des rançons très très élevées, et je vais plutôt aller attaquer des plus petites structures. C'est plus facile de les attaquer. Alors oui, je vais leur demander moins d'argent, mais je vais tellement demander de l'argent à différentes organisations qu'au final, le gain peut être aussi très important. Alors, les grandes entreprises, justement, ne semblent pas non plus épargnées, surtout par les exfiltrations de données. Donc, on le voit toujours, même en cette fin de 2024, il y a beaucoup de grands acteurs qui subissent des fuites de données. Comment est-ce que ça s'explique quand on répète que finalement, elles sont les mieux protégées aujourd'hui, alors qu'elles sont toujours autant victimes de cyberattaques ? Alors, les grandes entreprises ont un potentiel économique qui est quand même assez important, et ça, les attaquants l'oublient pas.
Et c'est vrai qu'elle gère énormément de données sensibles, des données aussi critiques et beaucoup de données à caractère personnel. Comme vous le dites, on a vu là en cette fin d'année pas mal de divulgation de données. Donc c'est sûr que ça fait un peu un impact si on voit 100 000 ou presque 1 million d'utilisateurs qui ont leurs données dans la nature. C'est un impact qui est fort. Donc l'entreprise va devoir prendre des actions puisque l'impact étant médiatique. Derrière, il y a aussi des régulateurs. Donc évidemment, ils sont peut-être obligés, certains vont tenter de payer. Toujours dans cette finalité qui est lucrative, l'entreprise va peut-être se sentir obligée de payer. Les grandes entreprises sont quand même des systèmes d'information qui sont complexes, des fois à travers le monde, avec différentes filiales. Donc c'est sûr que même si on a un niveau de sécurité qui est assez élevé, il peut rester des failles. C'est pourquoi les groupes d'attaquants vont réussir à exfiltrer des datas, en l'occurrence d'utilisateurs. La surface d'attaque, comme on dit, est quand même très importante. Et donc, les groupes d'attaquants qui sont peut-être plus certains, qui ont un niveau de sophistication aussi peut-être plus élevé, qui vont réussir à infiltrer un système d'information, vont réussir à exfiltrer des datas, par exemple. Donc, ça peut être une des premières réponses. Et quand on parle de grande entreprise, on parle souvent de filiales également. Et donc, il y a certains incidents qui nous ont été rapportés qui se sont passés sur des filiales de grandes entreprises. Et donc, ces filiales-là sont souvent malheureusement moins bien protégées que le reste du groupe ou que la holding, ou l'inverse. Parfois, c'est également la holding qui est bien moins protégée parce qu'on considère qu'il y a moins d'intérêt business, étant donné que c'est pas là où on fait le chiffre d'affaires. Alors, on va parler des vecteurs de compromission. Il y a une donnée qui a retenu mon attention dans ce rapport, c'est la répartition des vecteurs. Les attaquants, ils utiliseraient autant les vulnérabilités humaines, donc là, on parle beaucoup de phishing, de fraude, que les vulnérabilités techniques, alors qu'on lit souvent que 80% des attaques commencent par un phishing. Est-ce que vous pouvez expliquer cette répartition constatée dans le rapport ? Ouais, en fait, je l'ai évoqué au tout début. On a tous un biais différents en fonction de notre organisation, de notre marché, de notre taille de structure, etc. Donc quand on regarde les rapports individuels, évidemment, on a notre biais de marché. C'est pour ça que certains vont avoir plutôt tendance à dire tout vient du mail, tout vient du collaborateur. D'autres ont un autre intérêt à dire ça vient plutôt des failles techniques, du manque de patch management, donc de gestion des vulnérabilités. Et ce qui est, je trouve, assez intéressant avec un rapport comme celui de l'Intercert, c'est que justement, on va essayer d'uniformiser un petit peu tout ça. Et ça se retranscrit également dans les chiffres. Donc c'est pour ça qu'on a ces données-là, ces statistiques-là, entre la distribution, entre le canal humain ou le canal technique pour réussir à s'introduire sur le système d'information. Et est-ce que ça peut être aussi un argument pour dire il faut faire plus de sensibilisation des collaborateurs et peut-être ça n'aide pas à mettre plus d'investissement cyber dans la sécurisation technique ? C'est toujours un sujet de mettre le curseur au bon endroit. Si on met tout sur la sécurité technique, le durcissement de notre surface exposée, les scans de vulnérabilité régulés sur la surface exposée, etc., on va être très bon là-dessus et on va être forcément beaucoup moins bon sur la sensibilisation et donc sur le canal du phishing et de l'intrusion via un canal humain. À l'inverse, si on met tous nos efforts sur la sensibilisation, on va moins suivre nos vulnérabilités techniques, tout ce que l'on expose, et donc on va se faire attaquer par là. Donc c'est toujours cette difficulté de réussir à placer le curseur au bon endroit. Et pour nous, l'intérêt également d'avoir un rapport de ce type-là, c'est de dire, OK, aujourd'hui, on a l'air d'être plutôt bon là-dessus, parce que les attaquants nous attaquent sur autre chose. Donc maintenant, il faut peut-être qu'on regarde aussi cette autre chose. Et c'est intéressant en cybersécurité donc d'avoir cette approche globale, comme vous dites, tant technique que humaine. C'est vraiment primordial. Alors le rôle du CERT aussi, c'est de faire en sorte, d'un CERT de manière générale, de faire en sorte qu'un incident cyber soit géré le plus rapidement possible. On en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Vous constatez dans le rapport qu'il y a un travail à faire pour que les entreprises demandent de l'aide plus rapidement après avoir détecté l'attaque. Pourquoi est-ce que c'est si important d'agir vite et pourquoi les entreprises ne demandent pas toujours de l'aide, n'ont pas le réflexe toujours d'appeler leur CERT dès qu'ils ont un doute quant à une intrusion malveillante dans leur système d'information?
Alors pourquoi les entreprises n'appellent pas tout de suite? Peut-être qu'il y a de la peur, certainement. La peur de l'image, de la réputation, évidemment. Il y a aussi un manque de sensibilisation. Sans doute, au niveau cybersécurité, il peut y avoir un manque d'anticipation, avoir les bons réflexes. Ça se travaille. Il y a des exercices, peut-être, s'entraîner. Et peut-être qu'il y a aussi un manque de préparation. Et donc, il faut le mieux, évidemment, c'est d'agir vite. Agir vite pour limiter les dégâts, préserver, si c'est possible, des données, mais aussi identifier le plus rapidement possible les vecteurs d'infection et limiter les actions des attaquants sur le système d'information. Pourquoi est-ce que les entreprises, elles ont peur pour leur image quand elles se font attaquer? Est-ce que la honte devrait changer de camp? J'ai envie de dire, avec le contexte actuel. Oui, mais après, si on le reprend pour chaque individu, imagine, toi, tu es chez un fournisseur téléphonique quelconque, tes données ont fuité. Tes données tes SMS, par exemple, ont fuité et se retrouvent sur Internet. Est-ce que tu vas continuer à avoir confiance dans l'entreprise qui te fournissait ce service-là? Et en fait, c'est cette problématique-là, à l'échelle des différentes organisations, c'est de se dire comment je fais pour assurer la confiance de mes clients, de mes partenaires, malgré cette fuite qui peut du coup les impacter, qui peut les rendre indisponibles à cause de ma propre indisponibilité, qui peut leur faire perdre du coup eux-mêmes leurs propres clients et donc de l'argent in fine. Mais moi, je trouve ça très fort de la part des cybercriminels qui ont leur wall of shame sur le dark web. Donc, c'est un site sur lequel ils publient toutes les victimes des cyberattaques et ça s'appelle vraiment le mur de la honte. C'est quand même un super marketing pour les cybercriminels et pour encourager encore plus les entreprises à surtout ne rien dire en cas de cyberattaque, ce qui pose problème finalement pour vous dans votre travail au quotidien. Tout à fait, et pour spoiler un petit peu du coup l'année 2024, donc le rapport qui sortira plutôt l'an prochain, mais cette année on a quand même eu pas mal de cas où les cybercriminels non seulement demandent une rançon à la victime qu'ils ont réussi à chiffrer, la victime où ils ont pu voler des données, mais en plus ils vont analyser les données pour identifier les clients de la victime initiale et ils vont s'adresser à ces clients-là pour leur dire vous aussi vous me payez, sinon je publie vos données. Donc on voit que ça va encore un cran plus loin. Et donc la notion de triple extorsion aujourd'hui, elle prend vraiment tout son sens. Moi, je trouve que cette histoire de fuite de données qui peut impacter sur l'image de l'entreprise, ça concerne plutôt les partenaires de l'entreprise. Parce que moi, en tant que particulier, quand je reçois le mail de mes données ont fuité de France Travail ou de Boulanger, etc., je ne peux rien faire. Et puis, c'est pas pour ça que je vais changer France Travail, je ne peux pas changer. De toute façon, ça ne se change pas. Et puis que je vais arrêter d'acheter quelque chose sur les sites qui ont subi des fuites de données. Ce sera peut-être pas le cas de tous les consommateurs, puisque l'impact est quand même réel. Parce que quand on voit certains demandent quand même pas mal d'informations, que ce soit la date de naissance, l'adresse postale, l'adresse mail, ça fait quand même beaucoup de données. Et pour certains, je pense que le choix est quand même vite vu, puisqu'il y a vraiment la confiance est primordiale dans certains secteurs. Mais moi, j'ai tendance à me dire, finalement, ce sera pareil chez un autre, puisque le risque est finalement là, il est inévitable. Donc, comment je fais pour finalement protéger mes données? Il faut devenir un petit peu parano au bout d'un moment quand on est un particulier. Vigilant, au moins. Vigilant, ouais. Et si on regarde d'autres secteurs d'activité, je pense au secteur automobile par exemple, quand tu as des accidents impliquant une certaine marque, que cette marque-là elle a un défaut, qu'elle doit faire un rappel de ses différentes voitures, etc. Au bout d'un moment, quand toi tu vas devoir changer ta voiture, tu vas peut-être te dire ok, j'ai quand même eu pas mal de problèmes avec eux, peut-être que finalement l'herbe est plus verte ailleurs. Donc, pourquoi pas aller voir? Ça se comprend tout à fait. Dans le rapport, du coup, on va revenir sur la durée, ce qui est important pour vous, donc qu'on signale l'attaque le plus rapidement possible. Vous dites que entre le temps de détection de la présence d'un attaquant dans le système d'information et l'intrusion en elle-même, il y a eu 27 jours en moyenne qui se sont découlés. C'est énorme. Et plus l'entreprise est grande, plus le temps de détection et le temps de résolution de l'incident est allongé, donc plus coûteux. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans ces laps de temps? En fait, ce temps, c'est le moment moyen entre l'intrusion effective, donc le fait que l'attaquant rentre dans le système d'information, et le moment où on le détecte.
Ce temps moyen, effectivement, on peut se dire 27 jours, c'est long, mais en réalité, c'est pas si long que ça. Si on se projette, si on revient dans le temps, il y a un petit peu plus d'une dizaine d'années, on était à plus de 400 jours. Okay. Plus de 400 jours pour détecter qu'un attaquant était présent dans notre propre système d'information. On a drastiquement réduit ce temps parce qu'on a des meilleures capacités de détection, parce qu'on a fait de la formation, de la sensibilisation de nos collaborateurs, parce qu'on surveille un peu plus nos partenaires. Donc ça, c'est bien. Mais également, pour une autre raison, moins bien, c'est qu'on a des attaques qui sont beaucoup plus rapides également et beaucoup plus impactantes et visibles tout de suite. Oui, parce qu'un attaquant, il n'attend pas 400 jours avant de lancer son ransomware aujourd'hui. Exactement. C'est ça. Encore une fois, le ransomware, lui, ça va très très vite. On a des cas de speedrun. On a des attaquants, en 48 heures, ils sont rentrés dans le système d'information et ils ont chiffré le parc de la victime. Donc voilà, on va dire le ransomware biaise un petit peu également cette statistique-là. Pour autant, tu as raison, ça reste quand même assez long parce qu'on constate que les attaquants commencent à se renseigner un peu plus sur la victime qu'ils viennent de compromettre. Ils vont aller récupérer des documents techniques, des documents métiers. Ils essayent de comprendre le système d'information. On a une équipe alliée qui nous a partagé le fait que un groupe de cybercriminels a vraiment analysé la documentation du système de sauvegarde et qu'il est allé désactiver les notifications de sauvegarde, désactiver l'immuabilité des sauvegardes pour ensuite aller chiffrer les données. Donc on voit que voilà, ils s'intéressent, les attaquants vont essayer de maximiser leur présence dans le système d'information pour faire une attaque la plus impactante possible. Oui, donc là, ils sont sûrs que la rançon sera payée s'il a détruit les sauvegardes auparavant. Il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions. Alors le paiement de la rançon, il faut vraiment essayer d'éviter. On va parler des solutions. Tout ça, c'est pas une fatalité. Vous pointez 3 axes d'amélioration donc pour les entreprises qui pourraient vous aider à mieux faire votre travail et donc à résoudre rapidement les incidents cyber. Donc 1, l'importance d'avoir des journaux, des logs pour mener l'enquête. 2, l'importance d'un EDR sur lequel on va revenir. Et 3, l'importance de disposer de certaines compétences cyber en interne. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces 3 points et en quoi ils peuvent faire la différence lors d'une cyberattaque ? Alors c'est sûr que les logs, les journaux sont cruciaux pour l'investigation, pour vraiment comprendre ce qui s'est passé, par où l'attaquant est passé et les actions qu'il a menées. Donc c'est vraiment intéressant d'en avoir et pas juste sur une semaine tant qu'à faire, mais sur plusieurs mois idéalement. Donc ça c'est vraiment crucial et on le voit souvent en investigation que malheureusement souvent ça manque. Donc ça c'est les traces que l'attaquant laisse une fois qu'il rentre dans le système d'information. Exactement. Et l'investigation c'est vraiment rechercher ce qu'il a fait, par où il est passé. Donc c'est vraiment ça. Et pourquoi c'est important déjà de savoir par où il est passé justement dans le cadre d'une réponse à un incident ? Pour la remédiation en fait. C'est crucial de comprendre, tiens, il y a eu ce vecteur d'infection, il faut qu'on augmente le niveau de sécurité à ce niveau-là. Il est passé par cet outil, il y a peut-être une vulnérabilité ou autre, donc c'est vraiment crucial. Ensuite, il y a l'EDR. L'EDR, donc c'est l'Endpoint Detection Response. C'est vraiment une technologie en fait logicielle pour détecter les menaces sur les équipements numériques. Donc ça va permettre en fait de détecter des comportements qui vont être peut-être inhabituels. Donc ça, c'est très utile quand vous avez un environnement qui est complexe. On parlait de grandes entreprises tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est plus simple, en fait, d'avoir un système d'alerte pour ce type d'environnement complexe. Ça peut vraiment aider. Et ça permet de détecter la présence de l'attaquant avant qu'il lance une attaque, justement. Et même pour les... Alors oui, oui, ça permet de détecter les attaquants avant qu'ils lancent une attaque plus destructrice. Mais je ne m'arrêterai pas forcément que aux grandes entreprises. En fait, c'est un outil qui doit être devenu aujourd'hui le remplaçant complet de l'antivirus. L'antivirus, c'est juste la base de la base. Comme quand on va sur un PC, il faut mettre son mot de passe pour déverrouiller sa session. C'est pour un particulier, quoi. En gros, l'antivirus doit être embarqué. Ouais. L'EDR, c'est ce qui doit devenir maintenant la nouvelle solution qui remplace complètement l'antivirus également. La nouvelle norme pour toutes les entreprises, selon toi. Exactement. C'est sûr. Et on a aussi tout ce qui est compétences. Là, on l'a vu vraiment dans cette étude, il y a un vrai manque de compétences, notamment des analystes lors des investigations. Et donc, il faut se former. La formation, surtout en cybersécurité, c'est quand même crucial puisque tout change, les technologies. Voilà, par exemple, le cloud, c'est pas forcément facile de mener des investigations sur cloud, mais il existe des formations. Et c'est primordial pour vraiment comprendre ce qui s'est passé lors de l'attaque, de pouvoir analyser, d'investiguer
notifier, peut-être plus rapidement aussi, mais de mener des actions qui seront peut-être des actions de containment, si besoin, d'endiguement. Donc c'est vraiment crucial. Et également, ça se voit quand on travaille avec les fournisseurs IT des clients. On se rend compte qu'ils sont extrêmement compétents sur leur domaine d'activité, sur la gestion au quotidien du système d'information, des applicatifs, etc. Mais dès qu'on va commencer à parler de cybersécurité, malheureusement, on a un peu trop d'apprentis sorciers parfois, et ils vont prendre des mauvaises décisions, ils vont réaliser des mauvaises actions, ce qui fait que derrière, on perd nos traces, on ne peut plus faire notre investigation, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, et malheureusement, il va falloir attendre que l'attaquant revienne pour comprendre ce qui s'est passé. Donc ça, c'est un peu dommage. C'est pour ça qu'effectivement, cette notion de compétence, de formation, d'entraînement des différentes équipes, c'est évidemment pour les équipes certes, pour les clients finaux et pour leurs fournisseurs également. Et enfin, pour finir, j'aimerais qu'on parle de la communication de crise. Donc, le rapport, il mentionne que la plus grande partie des entreprises, 78%, ne font pas l'objet d'une communication vers l'extérieur. Est-ce que ça veut dire aussi que la majorité des cyberattaques ne sont pas déclarées auprès des autorités ? Est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux ? Il y a deux choses. Donc déjà, notifier aux autorités, il y a des obligations selon le secteur, selon les données. Par exemple, si vous avez la divulgation de données à caractère personnel, vous êtes obligé de mentionner à la CNIL, de la notifier. Donc la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Donc vous êtes obligé de notifier. Et selon les secteurs de vos entreprises, il y a différents régulateurs auxquels vous devez notifier tout incident ou attaque informatique. Donc il y a ça. Et d'un autre côté, il y a aussi tout ce qui est la communication extérieure. La communication extérieure, c'est une vraie stratégie à aborder en gestion de crise, puisque l'impact est évidemment... ça peut permettre de peut-être... atténuer l'impact de la communication des groupes d'attaquants, puisque si vous laissez juste un groupe d'attaquants avec comme vous disiez, le mur de la honte, si le client voit ça, c'est sûr que ça fait mauvaise presse, surtout s'il n'a aucune information du côté de la victime, l'entreprise victime. Donc, c'est une vraie stratégie à aborder et ça peut peut-être rassurer peut-être les clients, mais aussi leur donner de l'information, puisque c'est clé en fait. En gestion de crise, avoir de l'information qui est posée et d'avoir vraiment une vision globale de ce qui se passe, ou spécifique du moins, selon les acteurs, c'est quand même primordial. Et on le voit par exemple en tant que CERT. Par exemple, si on voit un prestataire ou autre qui s'est fait cibler par une attaque informatique et que personne n'a d'informations, c'est plus compliqué pour le CERT et donc on se demande tous alors vous avez des informations sur cette attaque, qu'est-ce qu'il en est ? Parce que nous on voit pas mais on sait que par où y dire et donc l'importance en fait de la communication permet aussi de réduire du temps pour tout le monde d'investigation et d'être clair, quoi. Mais est-ce que toutes les attaques et cyberattaques qui paraissent dans la presse ont fait l'objet d'une communication externe souhaitée par l'entreprise ou pas, Vincent ? Non, parfois non, malheureusement. Justement à cause du mur de la honte, ou parce qu'on se doute qu'il y a quelque chose de cyber derrière une indisponibilité, une incapacité d'un fournisseur à assurer à ses commandes, etc. Donc parfois, une attaque va être médiatisée sans la volonté initiale de l'organisation à communiquer. C'est des stratégies d'entreprise, des stratégies de chaque organisation de savoir s'ils souhaitent communiquer ou non. Mais bien sûr, quand on ne communique pas, faut savoir que derrière, des gens vont chercher à comprendre et donc ils vont occuper le terrain médiatique. Ils vont partager de l'information potentiellement fausse, alors qu'on aurait peut-être pu réussir nous-mêmes à communiquer, à prendre la main sur le rythme de la communication, rétablir les faits et être une source la source de vérité finalement sur l'incident. Avec parfois un petit peu de patience, j'imagine. Si on attendait un petit peu que la crise soit passée, on pourrait raconter l'histoire de la crise de la meilleure manière possible du point de vue de l'entreprise. Mais malheureusement, elles n'ont souvent pas le temps parce que la gestion de crise prend déjà tout leur temps. Mais même pendant, moi j'ai un super exemple, je trouvais ça assez passionnant. En 2019, Norsk Hydro, donc une entreprise norvégienne qui s'était fait cibler par une attaque informatique, un ransomware, c'était Locker Gaga, je crois de mémoire. Et ils s'étaient fait cibler, donc leur système d'information était donc à terre, ils pouvaient plus rien faire. Et ils ont fait une communication
extérieure qui était assez impactante et assez géniale, je trouvais, puisque on pouvait suivre ça quand même comme un feuilleton. Ils y avaient fait des petites vidéos de l'ouvrier qui pouvait pas travailler, il pouvait plus rien faire, mais grâce à l'ingénieur qui était en train de remettre un petit système, il commençait à retravailler et c'était un vrai feuilleton et c'était très bien fait et ça avait fait vraiment du bruit à ce niveau-là. Donc d'où aussi, parfois, on peut prendre la communication à contre-pied, l'attaque à contre-pied et faire parler de soi, parce que je ne sais pas si beaucoup de monde connaissait cette entreprise avant, par exemple. Finalement, une très belle stratégie de communication pour rebondir. Après, c'était très, très bien orchestré, on va dire. La vidéo de synthèse de la gestion de crise, elle s'appelle « Meet Our Heroes ». Oui. Rien que ça, déjà, c'est assez intéressant. Et effectivement, ils ont mis en place toute une super stratégie pour mettre en avant leurs collaborateurs, humaniser du coup le traitement de la crise, ce qui est très intéressant. Après, je sais que certains experts en communication vont considérer que c'était un petit peu trop surjoué. Mais bon, au moins, ils ont occupé le terrain et on ne peut rien leur dire sur le fait qu'ils n'aient pas communiqué. Et puis, ils n'ont pas eu honte de se faire attaquer. Finalement, on rappelle que ça peut arriver à tout le monde. Et que on encourage les entreprises à aller demander de l'aide plutôt qu'à prendre le risque que la cyberattaque dure trop longtemps. Est-ce qu'on peut aussi rapporter l'importance du dépôt de plainte dans le cadre d'une cyberattaque? Parce que pareil, ça c'est quelque chose que tout le monde n'ose pas faire. Alors, qu'on n'ose pas le faire, c'est assez dommage, dans le sens où toute organisation qui va avoir une cyberassurance doit déposer plainte si elle souhaite être indemnisée par sa cyberassurance. Ça, c'est l'article 5 de la LOPMI. Exactement. Depuis donc avril 2023, c'est obligatoire. Au-delà de ça, ça sert évidemment, le dépôt de plainte va servir aux forces de l'ordre de se mobiliser sur le sujet. Et alors, peut-être qu'ils n'aideront pas directement la victime, potentiellement ils n'ont pas les ressources pour, mais par contre, ils vont coordonner leurs efforts avec les autres forces de l'ordre internationales et peut-être que quelques mois plus tard, quelques années plus tard, l'auteur des faits sera appréhendé. Et c'est bien ce que cherchent à faire les forces de l'ordre, c'est de démanteler les groupes de cybercriminels. Un peu comme ce qui s'est passé avec Logbit en début d'année. Exactement. Et du coup, on le ressent. On en reparlera plutôt l'an prochain, du coup. Oui, ça sera pour le rapport 2024. Mais on le ressent en tout cas, effectivement, dans les statistiques un peu, en tout cas dans le ressenti plutôt, des différentes équipes, moins de gros ransomware à partir du moment où Logbit a été touché. Oui, parce que c'était un des plus gros groupes d'attaquants. C'est ça. Exactement. C'était extrêmement virulent. Et avoir un mur de la honte qui change cette fois-ci. Exactement. Il a changé en quoi ? Puisque les autorités, en fait, ont pris la communication des attaquants et ont fait la même. Ils ont fait un mur de la honte avec le groupe d'attaquants, en fait, Logbit. Donc, c'était assez bien fait. Comme quoi, la situation peut se retourner. Miroir. Alors, je reviens sur notre histoire de communication. Il y a aussi la moitié des incidents qui font l'objet d'une communication interne. C'est très peu. Comment est-ce que c'est possible déjà en entreprise, quand on se fait attaquer, de ne pas communiquer en interne auprès des collaborateurs? Comment ça se passe? Alors, ça dépend déjà de l'impact de l'attaque. Vous n'êtes peut-être pas obligé de le dire à tout le monde, donc c'est une stratégie, puisque c'est peut-être pas visible pour toute l'entreprise. Oui, cyberattaque ne veut pas dire que tous les ordinateurs s'éteignent automatiquement et que plus rien n'est possible. Ça dépend de l'ampleur de l'attaque. Voilà. Et puis, donc ça dépend de la stratégie vraiment qui est utilisée, mais dans certains cas, si c'est une attaque qui est majeure, c'est compliqué de passer outre la communication interne. Et clairement, c'est un bon exercice de sensibilisation en réel. Et évidemment, il y a toute la problématique en fait de la fuite de l'information. Si vous voulez pas communiquer en externe et que vous faites en interne, et hop, ça sort. Là, il faut prévoir en fait. Si vous faites en interne, il faut aussi prévoir les différents cas pour communiquer tant en interne qu'en externe. Ensuite, ne pas communiquer en interne, ça peut aussi retarder la mise en place de contre-mesures. Par exemple, il peut y avoir des erreurs qui sont faites, quelqu'un qui utilise toujours un logiciel de la même manière ou autre, alors que l'attaquant l'exploite ou autre, ça peut être problématique. Donc voilà, c'est selon le type d'attaque, selon la stratégie de l'entreprise, c'est un vrai sujet. Il n'y a pas de réponse miracle, malheureusement, mais c'est selon vraiment l'entreprise ce qu'elle préconise. Et une question que je couperai peut-être si elle est malvenue, mais est-ce que vous vous faites attaquer tous les jours à la Société Générale? Et chez Stoic, est-ce qu'on s'est déjà fait attaquer?
Alors, de quel type d'attaque vous voulez parler déjà? Quelle tentative? Parce qu'il peut y avoir tant des phishing qui peuvent cibler des clients, il peut y avoir... Enfin voilà, il y a beaucoup de choses, mais on y travaille au mieux. Et c'est pour ça aussi que je suis allée dans la banque, parce que c'est un des secteurs qui était les plus matures quand j'y suis allée il y a 8 ans et qui l'est encore. Donc c'est certes, les attaquants essayent, puisqu'il y a toujours l'appât du gain, évidemment. Mais on a vraiment une culture, la cybersécurité, qui est très forte. Du coup, dans le secteur bancaire, j'imagine que vous êtes un des secteurs les mieux sécurisés. On essaye, puisque vraiment la confiance est primordiale. Poussé par la réglementation notamment. Exactement. Et par quelques cas historiques également côté cyber qui ont fait pas mal de dégâts et qui ont justement poussé peut-être la réglementation initiale. Exactement. Et chez Stoic, nous, on sait qu'on a des assurés qui se font attaquer, évidemment, on est là pour ça, mais est-ce que Stoic aussi se fait attaquer? Oui, bien sûr. En fait, comme tout type d'organisation, on manipule de l'argent, on fait des levées de fonds, on devient de plus en plus visible. Donc évidemment, dès qu'on est visible, on devient intéressant. Et donc oui, on est également ciblé par certaines attaques. Après, pour le moment, en tout cas, je touche du bois, je suis toujours là, c'est que je dois faire mon job comme il faut. C'est la fin de cette émission. Est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs comment est-ce qu'on peut suivre vos travaux et vos précieux conseils, notamment via l'Intercert France? Peut-être pour les équipes de réponse à incidents qui ne sont pas membres aujourd'hui de l'Intercert, n'hésitez pas à candidater. On a également un incubateur au sein de l'Intercert qui permet d'aider les nouvelles structures à se lancer, à bien s'organiser. Donc ça, je pense, c'est un premier élément. Et un autre élément, on a le site de l'Intercert France, sur lequel on a différentes publications qui sont régulièrement faites, des prises de position de la part de l'ensemble de l'association sur certains sujets. Je vous encourage à en prendre connaissance, à les suivre, à les relayer. Je voudrais simplement remercier toutes les personnes du comité de pilotage de l'étude, parce que c'est pas une étude qu'on a faite à deux. Voilà, on était plutôt nombreux. Des personnes de chez Own, de chez Allemande, de chez Wavestone, de chez Bouygues Telecom, de chez Safran, évidemment de la Société Générale, de Sysdream, de La Poste, du CERT-IST également, et bien sûr chez moi de Stoic. Donc pas mal de membres différents ont participé à l'analyse des données, et bien sûr l'ensemble des membres de l'association qui ont participé en alimentant cette étude en données, à savoir en données d'incidents que eux ont eu à vivre. Donc merci à tous. C'est primordial et puis ça a été coordonné tout ce travail par la directrice de l'Intercert, Aude Costa, que je salue également. Et merci à tous les deux, Cécile et Vincent, d'être venus parler du premier rapport de l'Intercert France au micro du podcast. J'espère vous retrouver très bientôt pour le prochain rapport sur l'année 2024 qui s'annonce passionnant avec tout ce qui s'est passé cette année. Et voilà, donc je vous dis à très vite dans le monde de la cyber. À bientôt. À bientôt, merci. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du monde de la cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, le monde de la cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans le monde de la cyber.